L'océan Indien tropical abrite une biodiversité exceptionnelle mais menacée. Composante spectaculaire de cette biodiversité, la mégafaune marine regroupe des espèces comme les mammifères marins, les tortues et les oiseaux marins. Très différentes les unes des autres, ces espèces ont cependant des points communs remarquables. Dépendantes des ressources marines pour leur alimentation, elles témoignent de l'état de santé des océans. Vivant très longtemps mais se reproduisant peu, elles sont particulièrement vulnérables à toute exploitation. Elles réalisent des migrations transocéaniques sur plusieurs milliers de kilomètres. Source de profits économiques très importantes, leur exploitation effrénée a conduit à l'effondrement des populations. Aujourd'hui, chasse et pêche laissent peu à peu la place à une exploitation écotouristique durable. Face à ce constat, des scientifiques de La Réunion ont décidé de collaborer avec des partenaires de la région sur l'étude, la conservation et la valeur socio-économique de la mégafaune marine tropicale. Bonjour, je m'appelle Alexandre, je suis étudiant en Master 2 et je travaille à l'Université de La Réunion sur un projet de développement du whale watching, c'est donc l'observation des baleines. Est-ce que vous avez déjà participé à cette activité? Oui, on l'a déjà fait. Vous l'avez déjà fait? Oui. Plusieurs fois? Une fois dans l'année, on le fait. Et moi, normalement, j'ai parti voir les baleines avec ma fille. Je suis partie, c'était bien, par contre. On a vu les baleines, les petits baleineaux, tout, c'était super. On a fait une sortie d'excursion en bateau et on a eu plaisir de voir quelques secondes et les baleines, et c'était merveilleux. À l'échelle mondiale, le whale watching génère 2 milliards de dollars par an et il est pratiqué dans plus de 120 pays. À l'IRD, chercheurs et stagiaires tentent de comprendre la logique économique du whale watching et la manière dont les populations locales et les touristes le perçoivent. Des études économiques et anthropologiques ont donc été menées à Madagascar et à La Réunion. Les touristes embarquent pour une croisière proposée par le plus gros opérateur. Au total, une quarantaine de sociétés, le plus souvent employant 1 ou 2 personnes, proposent d'aller observer les baleines. Bon, on va essayer de se concentrer un petit peu avec cette maman et les baleineaux, et puis on va voir. Regardez bien, si vous voyez quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à me le dire. Est-ce que vous avez découvert cette excursion sur place, ou est-ce que vous aviez prévu auparavant de venir ici? Non, je n'avais pas prévu avant de venir ici. D'accord. Et biodiversité, à quoi ça vous fait penser? Ressources, écosystèmes, nature, faune et flore ou agriculture? Écosystème. Oh! Putain, il est juste là. Magnifique, hein? La maman, elle va remonter aussi, je pense, à côté. La Caudale, avec son baleineau. Voilà, magnifique. Les prestations autour du whale watching sont diverses. Elles vont de la plongée simple à des offres incluant croisière au coucher du soleil, cocktails, privatisation de bateaux. Les étudiants en stage de master couplent leurs observations de terrain à des approches plus théoriques. Moéa tente de comprendre la valeur respective d'une baleine vivante et d'une baleine tuée pour sa viande ou sa graisse. À partir des années 1930, on commence à discuter des mesures pour protéger les baleines. Et à partir de 1960-70, on commence à pratiquer l'observation des baleines. Au cours du XXe siècle, on a fait la transition du chasse à la baleine vers l'observation des baleines. Aujourd'hui, il y a des pays qui toujours continuent la chasse à la baleine, même si la tendance internationale, c'est plutôt observer les baleines. Pour valoriser les ressources naturelles et les espèces emblématiques, il faut au préalable préserver leur habitat. À Moélie, comme dans beaucoup d'îles de la région, les herbiers marins représentent l'alimentation principale des tortues marines. Ils sont malheureusement menacés de disparition. Katia mène une étude sur leur qualité avec les agents du parc marin de Moélie. Suite à notre première mission qui nous a permis de cartographier l'ensemble des herbiers du parc marin de Moélie, on a pu sélectionner quelques sites pour mettre en place un suivi pérenne et régulier
de l'état de santé des herbiers marins. On essaie aussi de coupler ces données avec les comptages aériens de tortues marines pour sélectionner les habitats d'alimentation majeurs des tortues vertes à Mohéli. La mission de formation, en fait, une mise en place des stations vient de s'achever. L'idée, c'était vraiment que des agents du parc marin de Mohéli soient formés et qu'ils puissent ensuite poursuivre en autonomie cette mission-là. Là, on est en train de mettre en place un protocole de suivi pour le moyen long terme. Donc, tant qu'il y aura une équipe technique sur place qui pourra assurer ce suivi avec la même fréquence, eh bien, ce suivi aura un vrai sens. Alors après, l'idée est de pouvoir le faire chaque saison ou au moins chaque année, mais si on le fait tous les 2, 3, 4, voire même 5 ans, on aura quand même de l'info. On met en place le même suivi à Mayotte et donc on aimerait aussi pouvoir établir une comparaison entre Mohéli et Mayotte, qui sont 2 îles de l'archipel des Comores. Les équipes de la Réunion, venues former les agents locaux et établir les protocoles de suivi, profitent de la mission pour explorer des zones encore méconnues. Mathieu et Sabine mènent la première prospection ornithologique du parc marin de Mohéli sur le reposoir nocturne de frégate de l'îlot Magnouni. C'est là l'endroit où ça se casse un peu là. Leurs objectifs, inventorier les oiseaux marins nichant dans le parc, évaluer les possibilités d'un suivi à long terme. L'intégration du parc dans le programme régional de tracking qu'il réalise dans l'océan Indien en dépend. Sur l'îlot très escarpé d'Mchako, niche la seule colonie de fous masqués de l'archipel des Comores. Malheureusement, il découvre qu'en cette saison, la reproduction est quasiment terminée. Donc ça c'est un jeune fou masqué, c'est le dernier de la saison. On a fait tout le tour de l'îlot et il n'y a plus que lui. Donc ça veut dire qu'en fait on est fin septembre, c'est la fin de la saison. Donc c'est un poussin qui est d'âge connu, donc de suivre sa survie, savoir si il va revenir quand il sera adulte reproducteur sur cet îlot. Ah non, ça va. Hop. Alors ça nous fait un petit 1900. 1900. Si on avait eu pas mal de poussins, on aurait pu baguer tous les poussins qu'on trouve. C'était ça l'idée. Parce que les adultes, quand ils sont en reproduction, ils sont plus faciles à capturer. On peut les capturer comme lui, parce qu'ils restent à côté du poussin ou de l'œuf, donc c'est faisable. Bon là, il va falloir revenir en avril. Les études de tracking réalisées sur les diverses espèces vont permettre un maillage des données qui devrait déboucher sur la mise en évidence de hotspots. Mayeul a déjà plusieurs campagnes de balisage à son actif. Il y suit les tortues vertes fidèles aux plages d'Itsamia. Chaque mission est pour lui et les agents du parc qu'il a formés une vraie course contre la montre afin de placer toutes les balises prévues. Il doit organiser les captures, pose de balises, séchage et relâcher afin d'immobiliser au minimum les reptiles sur la plage. Toutes les tortues ne sont pas équipées. La plupart profitent tranquillement de la nuit pour pondre. Aux premières lueurs de l'aube, une émergence. Par dizaines, les bébés tortues foncent vers leur premier bain. Complètement épuisé après sa ponte, notre tortue leur emboîte le pas. C'est le moment choisi par Mayeul pour une nouvelle capture. Myriam arpente les plages de ponte avec un GPS de très haute précision. On va le positionner ici. Ça, tu vois, il y a une petite pile, c'est pour la batterie. Ensuite, tu vois, ça clignote vert. Chaque clignotement correspond à un satellite. Elle évalue leur qualité et leur dynamique d'érosion face aux changements climatiques et aux pressions humaines. Des plages en bon état sont indispensables à la ponte des tortues vertes. Comme pour Katia, Mayeul et Mathieu, l'objectif est de mettre en place, avec les agents du parc, des indicateurs de la qualité de l'environnement.
Voilà, donc une petite tortue imbriquée qui nous a été ramenée hier. Et donc c'est une petite tortue qui était coincée dans un filet dérivant. Donc ce qu'on appelle des filets fantômes, c'est des déchets de filets qui flottent en surface. Elle s'est bloquée les nageoires au niveau des mailles du filet. On voit les cicatrices ici. Si elle n'avait pas été trouvée par le plaisancier qui l'a vue, elle serait certainement morte, coincée dans son filet. S'il n'y a pas de problème particulier, si les paramètres sanguins sont bons, eh bien on pourra la relâcher en mer pour qu'elle reprenne sa vie. Donc tu retournes à l'eau, ma belle. Cette petite tortue, elle a été récupérée dans le cadre d'un réseau échouage qui a été mis en place à La Réunion, qui marche pour les mammifères marins et pour les tortues. Et on va récupérer les tortues sur les quais et ensuite on va les garder en centre de soins pour les soigner et les relâcher une fois qu'elles seront guéries. Donc toutes les tortues qui sont actuellement sur le centre de soins de Kélonia sont arrivées dans le cadre de ce réseau d'essouage grâce à des informations qui ont été données par des plaisanciers ou par des pêcheurs. Kélonia participe à la vulgarisation des connaissances sur les comportements et la biologie des tortues marines. Vous avez fait quelques travaux, c'est ça? C'est la carte d'identité de la tortue, d'accord. Donc vous lui avez donné comme nom Jules Non, c'est ça? Alors, est-ce que quelqu'un est capable de me dire quel type de tortue c'est celle-là? Vous avez regardé? On va Kawan. Au musée, les visites de classe se succèdent. Certaines d'entre elles ont la chance d'assister à un relâché. La santé retrouvée, une nouvelle tortue Kawan est relâchée. Équipée d'une balise Argos, les données de ses déplacements viendront enrichir la base de Kélonia. Ok, let's go. Qui c'est qui relâche celle-là alors? Toi et Eric? Ouais, allez. On se parle la petite? Ouais, j'arrive, je te prends. Ok. C'est chaud. Allez, hop. Bon, vas-y, viens. Aujourd'hui, on a relâché 4 tortues Kawan, donc qui est une espèce qui est de temps en temps capturée accidentellement par des pêcheurs palangriers, ici autour de La Réunion et dans les eaux malgaches également. Après avoir séjourné quelques mois à Kélonia et avoir été opérées pour retirer l'hameçon, ces tortues ont pu être relâchées comme aujourd'hui. Ces tortues ont été équipées de balises Argos qui vont nous permettre de pouvoir les suivre pendant près d'une année. L'idée, c'est d'essayer d'identifier dans le sud-ouest de l'océan Indien des zones d'importance pour la mégafaune, tout ce qui est tortues marines, oiseaux et cétacés. Voici les premiers résultats de suivi par satellite donc des tortues Kawan qui sont relâchées depuis La Réunion. Un peu comme les 4 individus qu'on a relâchés il y a quelques semaines maintenant. Donc ceux-là, a priori, un peu comme la plupart des individus d'ailleurs qu'on a pu équiper de balises, se dirigent vers le nord, vers le Sultanat d'Oman et vers les sites de ponte les plus importants pour l'espèce au monde. Donc l'hypothèse qu'on avait un peu avant de suivre ces tortues par satellite, c'était qu'effectivement les tortues qui côtoient les eaux de La Réunion et de Madagascar sont issus des sites de ponte de l'hémisphère nord, comme le Sultanat d'Oman, à plus de 4000 km donc des côtes réunionnaises. A priori, c'est quelque chose qui se vérifie, puisque l'ensemble, une grande majorité des tortues s'est dirigée vers le Sultanat d'Oman. Donc cette hypothèse, elle est encore plus probable maintenant avec le suivi par satellite. Il va cependant falloir la vérifier, et pour cela, on va utiliser d'autres outils complémentaires, tels que par exemple les isotopes stables, ou encore la génétique avec notre partenaire de l'Ifremer. Après un prélèvement d'échantillons de chair sur les tortues, une extraction de l'ADN est réalisée afin de l'isoler avant amplification et séquençage. Là c'est bon, on a bien les fragments qui ont été amplifiés, à peu près la bonne taille. Donc c'est très bien, il y en a un qui n'a pas marché là, mais on va le reprendre, il y a un problème d'extraction. Mais c'est super, ça marche très bien. On va envoyer tout ça séquencer même. Donc l'intérêt réel de coupler cette approche de génétique, donc de déterminer l'origine des individus, et l'approche de tracking qui donne en direct où vont ces individus, c'est d'établir des couloirs migratoires qui sont océaniques puisque ce sont des espèces océaniques. Et là, on a accès à beaucoup d'informations sur les activités humaines. Par exemple, ici, on peut voir qu'on a l'intensité de pêche
des palangriers dans l'ensemble de l'océan Indien, donc les palangriers européens, asiatiques. On voit bien qu'on a une très forte concentration d'hameçons, puisque l'effort de pêche ici est l'hameçon, dans des zones qui potentiellement sont des zones de passage de ces tortues marines. Et si effectivement on monte avec la génétique que les tortues de la Réunion viennent de Oman, on a donc clairement identifié un couloir migratoire extrêmement important au niveau de l'océan Indien occidental. L'une des ambitions du programme Mégafaune est de créer un réseau de chercheurs dans l'océan Indien. Dans le domaine des sciences sociales, les liens entre l'IRD et l'UCM existent depuis 2003. Une rencontre préparatoire aux opérations de terrain a lieu avec Tantel et Frédéric de l'UCM, Sophie de Setamada et Rouge, étudiante stagiaire en Master 2. La partie donc, pour les chercheurs de l'Université catholique, c'est l'étude d'impact socio-économique lié à l'observation de la baleine. Donc, il y aura deux aspects. La perception du whale watching par la population locale comme opportunité économique. Il y aura un autre aspect, c'est l'image et la perception des baleines à Sainte-Marie. Je peux vous introduire, dire que voilà, vous allez venir de telle ou telle date. Vous poussez aussi les gens pour l'artisanat et les choses comme ça. Oui. Ça aussi serait intéressant. Impliquée dans le programme Mégafaune, l'association Setamada est le partenaire incontournable sur la thématique baleine à Madagascar. Nous avons été contactés par Laurent Duclopis pour collaborer au sujet du projet Mégafaune. Bien sûr, vu qu'on travaille sur les mammifères marins à Madagascar et principalement sur les baleines à bosse à Sainte-Marie, voilà, il y aura une mission, une équipe de la Réunion, de l'IRD, l'Université catholique de Madagascar et Setamada. Donc tout ça en fait aura pour rôle de faciliter tout d'abord la logistique, d'échanger les données. Ça concernera l'étude socio-économique autour du whale watching. Donc on va faciliter les contacts avec la population locale et les autorités à Sainte-Marie. Et aussi, donc, on va essayer de voir ensemble des perspectives pour améliorer le travail en commun, les échanges entre la Réunion, Madagascar et les autres régions de l'océan Indien. À La Réunion, Paola enquête auprès des opérateurs touristiques pour évaluer la réalité et le potentiel économique du whale watching. Vu l'importance de l'écotourisme au niveau international, est-ce que maintenant vous recevez des demandes par rapport à ce sujet? C'est vrai que l'île Sainte-Marie à Madagascar, c'est une destination qui est très demandée de juin à août. Je trouve que les Réunionnais sont de plus en plus à l'écoute justement et à la recherche de destinations de ce genre. Est-ce que vous pensez que le whale watching s'est développé dans les dernières années? De plus en plus. Pour nous, c'est un atout supplémentaire. À Sainte-Marie, l'histoire tout autant que l'économie sont étroitement liées à la mer. Le cimetière des Corsaires, l'église d'Ambodi Futatre, la première érigée à Madagascar, les nombreuses structures hôtelières, tout ici borde les eaux de l'océan Indien. Les baleines ont choisi cet abri depuis longtemps. Aujourd'hui, elles génèrent une activité touristique en augmentation constante. Laurent vient discuter des bases d'une nouvelle coopération entre les associations Setamada et Globis. Globis et Setamada, c'est quand même très axé mammifères marins et très axé baleines à bosse. Hein, donc on est quand même là-dessus. Là-dessus, on en a fait une priorité chacun de notre côté. Il y a nécessité maintenant de se revoir tous, et ce sera un bon point d'étape au mois de juin, pour que chacun définisse sa conception de cette plateforme d'échange de données. L'outil de matching n'est pas la même chose que la plateforme d'échange de données. C'est mettre en place un moyen où chacun vient mettre ses données qui sont sécurisées avec des niveaux d'accès différents suivant ce que tu vas accorder comme possibilité à celui qui va comparer avec tes données. Ce système-là peut être adossé à l'outil de matching. Ah oui, bien sûr. Donc, bien sûr. Frédéric bénéficie de l'aide précieuse de Julot, éco-guide de Setamada, pour réaliser des enquêtes auprès de la population locale. Sa mission est de cerner les pratiques des habitants vis-à-vis des baleines et l'image de celles-ci dans l'imaginaire et la culture sur l'île de Sainte-Marie.
Nareke azafady tsy afaka hoe misy olo telo mbo afaka hikoragna aminay mikasiky hoe mbo hagnazava raha mikasiky baleine mbo hifahafantarana renazy amin'ny village aminareo to. Nareo hoe fanalala tantara ino mahatonga izy Zagnahary be? Nahatonga izy Zagnahary be taminay tato io nisy cyclone be taminay tato. Tsisy hanohaniny zany le olo. Safe zany Zagnahary be izy nifefike nohaninay tato zany nahatonga izy Zagnahary be. Namonjy olo. Zavatra masina zavatra masina zany tsy azo ambidy. Satria izy olo raha niaro olo io tsy azo ambidy zany izy fô juste raha hohaniny karaha koa. Samby izy koa manapaka anazy agny tsy atapahana amina kiso koa fô tsy maintsy misy kiso hely tondra kiso fitiao anjao tomboko aminazy zay vao manapaka. Oui, ça va, on va aller au rocher là-bas. C'est là que ça se passe, au niveau du hydrophone. Ok, on y va. Didier a équipé une station d'écoute qu'il active dès le début de la saison des baleines. Les hydrophones, tu vas les laisser pendant toute la saison? Alors les hydrophones, on les place fin juin. D'accord. Et à partir du moment où ils sont posés, on peut déjà enregistrer la première baleine qui va arriver. Et on enregistre non-stop toute la saison. Le but principal de ces enregistrements-là, c'est de dénombrer le nombre de baleines qui peut passer ou circuler. De malchanteurs. D'accord. Et c'est l'Université Paris-Sud qui a travaillé sur ce programme? Paris-Sud, il y a un jeune qui est venu, qui a préparé sa thèse, qui a fait une thèse là-dessus. Et en fait, tu t'en sers aussi au niveau touristique? Donc voir les baleines, c'est une chose, mais les écouter, c'est autre chose. Donc dans le bureau, on met le haut-parleur et on entend les baleines en live pendant toute la saison. Donc je t'avais parlé du petit board qu'on distribue, qui fait partie du kit éco-volontaire. C'est ça qu'on distribue dans ce kit. Qu'on donne aux échos, c'est fait pour faire le petit briefing de 15 minutes et des briefings après la sortie. Et ça les aide aussi à structurer leur briefing. Ouais, non, alors tu m'avais parlé d'un petit jeu là. En fait, on va suivre une baleine depuis l'Antarctique jusqu'à la Réunion avec sa migration. Dans le courant du jeu, le joueur doit répondre à des questions, tu vas gagner des points en fonction des réponses correctes ou pas. Ça, c'est vraiment un outil qu'on pourrait utiliser pour nos animateurs, là, ça serait intéressant. Parce que je suis là pour l'instant. Il fait un quiz à la fin de sa présentation. Les enfants lèvent la main, oui, je veux répondre et tout, et après ils cliquent. Et en fait, il utilise un personnage qui s'appelle Wendy pour les jeunes et il fait ça avec un peu d'humour. Le petit Wendy, c'est lui qui explique les baleines. D'accord. Et avec des dessins humoristiques. Les chercheuses de l'UCM poursuivent leurs enquêtes. Tant elles, à travers une série d'entretiens, visent à mieux cerner les profils des individus tirant parti de cette activité. Fahitako anazy le tokony amigroupe amile transport zay. Ohatra zany ny avion moka efa eo hoe iny zany efa zay andaharany Airmadiny fotoana. Fa ny tena problème aminay Sainte-Marie le bateau. Bateau zao rehefa hita moa raha tsy ohatran'iny rano, hitanao izy zao nanomboka omaly fa 2 jours tsy nandeha. Nefa zay fa misy zany réservation ato. Le whale watching et l'exploitation touristique des baleines constituent une nouvelle opportunité pour les petites structures touristiques et les ménages saint-mariens. Tantel poursuit le porte-à-porte. Globis travaille depuis plusieurs saisons à l'identification des baleines venues fréquenter les côtes réunionnaises et depuis 3 ans aux enregistrements et à l'analyse systématique des champs. Oui. Vanessa et son équipe multiplient les sorties en mer. Donc là en fait on a vu un groupe de 3 baleines à bosse qui étaient en socialisation. On a vu donc des frappes de pectorales, des jetées de caudales, ce qui traduit en fait une phase de socialisation voire de reproduction entre les 3 individus.
doit être plus dans le sud, je pense. Plus proche de... L'association Globis, hébergée au siège de la réserve marine, possède aujourd'hui une importante base de données. À chaque sortie Globis, on note les positions GPS à peu près tous les quarts d'heure pour voir un peu le tracé de la prospection effectuée. Donc, par exemple, sur la sortie Globis, nous avons ce tracé-là. Ce qui est intéressant pour nous, en fait, c'est par rapport à la prospection de faire des bilans annuels sur les zones prospectées et les différentes espèces observées, notamment la baleine à bosse. Donc ici, j'ai ouvert le son que l'on a enregistré lors de cette sortie et je l'ai converti en spectrogramme. Donc voilà, on a le chant d'une baleine à bosse qui est relativement net. Enfin, à chaque sortie effectuée, on essaye d'identifier les baleines à bosse par la face ventrale de leur caudale. Et à la fin d'une saison baleine, on aboutit à un catalogue de photo-identification avec les différentes caudales observées. À chaque nouvelle caudale photographiée, on lui attribue une catégorie, ce qui nous permet de pouvoir comparer plus facilement cette nouvelle caudale au catalogue de photo-identification de l'année même ou aux autres caudales des années précédentes. Frédéric, le coordinateur de l'étude socio-économique, reçoit à l'IRD les chercheuses de l'UCM pour un débriefing. Elles exposent les principaux résultats liés aux aspects anthropologiques et économiques du whale watching. Ces résultats sont mis en parallèle avec ceux obtenus par les autres membres de l'équipe pour voir les points communs et les différences entre les sites d'études. Nocivé, au sud-ouest de Madagascar, abrite la seule colonie de reproduction de paille en queue à brun rouge du pays. C'est aussi l'une des plus dynamiques dans l'océan Indien. Virginie et Sabine, assistées d'Anas Valère et Wunjin, étudiants à l'IHSM de Tuléar, effectuent une nouvelle mission de recherche sur cet oiseau marin. Cette mission elle a 3 objectifs. Le premier étant de poursuivre le suivi de la population qui avait été initié par Ecomar en 2004. Donc un suivi d'identification des individus qui viennent, donc que ce soit les adultes ou les poussins. Le deuxième objectif est de suivre les déplacements en mer des adultes. Dans un premier temps, pendant la reproduction et plus précisément pendant la période d'incubation, le couple va échanger les rôles. Donc pendant qu'un surveille l'œuf et incube l'œuf, le deuxième part en mer et va s'alimenter. C'est ces trajets-là qui nous intéressent. Et le troisième objectif de cette mission est de suivre les déplacements en mer des adultes, mais cette fois-ci pendant la période d'hivernage. Une fois qu'ils ont fini leur reproduction, ils vont partir en mer pour se réalimenter, refaire leurs réserves et se préparer pour la prochaine reproduction. Aux habituelles mesures et prélèvements réalisés sur le terrain s'ajoute la pose de balises ou de géolocalisateurs. Alors une des difficultés qu'on avait nous ici, c'était de devoir poser le plus rapidement possible nos 10 GPS, parce qu'on sait qu'en moyenne chez cette espèce, les trajets alimentaires vont durer de 5 à 10 jours. Et on reste ici que 12 jours, donc il fallait en fait qu'on les pose dans les 2 ou 3 premiers jours afin de pouvoir les récupérer avant la fin de la mission. Une deuxième contrainte qu'on avait, c'était de sélectionner les individus qu'on allait équiper, puisqu'il fallait d'une part que ce soit des individus sur œuf, puisque c'est ces données-là qui nous intéressaient en fait, où les trajets alimentaires en mer sont plus longs. Et il fallait donc que ce soit des individus vraiment sur le point de partir, pour qu'on ait des données tout de suite et que la batterie du GPS ne se décharge pas trop vite. On a choisi comme seuil en fait un seuil de masse pour sélectionner les individus. Tous les individus sur œuf dont le poids faisait 750 grammes ou moins étaient équipés d'un GPS. L'île est accessible en pirogue aux touristes depuis les petites structures hôtelières installées à proximité.
Virginie explique leur démarche scientifique aux visiteurs sensibilisés à la préservation de cette biodiversité. So the next time we will see this bird, he normally will be an adult, so we will know the age of the first reproduction. Comme pour les baleines, la préservation par les villageois des pailles-en-queue à brun rouge a fait naître une activité écotouristique qui génère des revenus pour la communauté. À La Réunion, la colonie de Petite-Île est suivie depuis longtemps par le laboratoire Anthropie. Mathieu Lecor explique sur le terrain à un groupe d'étudiants de master les méthodes de suivi des puffins. Ces étudiants travailleront au cours de l'année sur différents projets personnels liés à l'écologie et la conservation des oiseaux marins tropicaux. Alors pour ceux qui vont faire leur stage sur ce genre de choses, ça c'est le capteur de lumière. Et les deux petites électrodes là, c'est pour faire brancher l'interface sur l'ordi. Et c'est un capteur de mouillé sec. Quand c'est posé dans l'eau, il y a de la conductivité, donc ça chronomètre la conductivité. Et quand c'est dans l'air, il n'y a plus de conductivité, donc ça s'arrête, etc. Et puis c'est aussi un capteur de température. Ils arrivent à 470 grammes en début d'incubation. Et puis comme ils font des séries d'incubation d'une dizaine de jours, ils perdent du poids. Ensuite ils se font relayer par le partenaire, donc l'autre part en mer, il reprend du poids. Il repère du poids au shift suivant, etc. etc. Et le partenaire, il le nourrit ou... Non, il se relaie sur le nid. Ils font chacun 10 jours, quoi. 51,2 pour le tarse. La grande quantité d'oiseaux équipés occasionne un afflux de données qu'il faut ensuite traiter au laboratoire. Donc à partir des enregistreurs que nous avions déployés sur les pailles-en-queue à brun rouge à Nocivet, nous avons pu retracer leur déplacement en mer pendant la période de reproduction et hors période de reproduction, donc pendant l'hivernage. Au départ de Nocivet, indiqué par l'étoile jaune, on peut voir que les oiseaux pendant la période de reproduction se dirigent plutôt vers le sud de Madagascar, donc ils sont contraints de faire des voyages plutôt courts car ils doivent revenir au nid pour alimenter leurs poussins. Puis, lorsque l'élevage est terminé, ils vont migrer vers les zones d'hivernage. Donc ici, pour les pailles-en-queue à brun rouge, ils se dirigent dans le centre de l'océan Indien où ils vont pouvoir restaurer leurs réserves pour la prochaine période de reproduction. Dans le cadre de l'action Mégafaune, nous avons compilé un ensemble de jeux de données sur le suivi des déplacements en mer de différentes espèces de la mégafaune migratrice dans l'océan Indien. Donc cette carte représente les déplacements en mer, donc toutes les positions recueillies pendant un minimum d'1 an sur toutes ces espèces. Donc on a un total de 11 espèces d'oiseaux tropicaux et on voit bien qu'ils se répartissent dans l'ensemble de l'océan Indien. De la même manière, on a suivi des tortues marines, donc ici les tortues vertes au départ de la Réunion et des îles Éparses, mais également du Mozambique et des îles de Chagos, et les tortues kawan au départ de la Réunion. Nous avons également associé des données sur les baleines à bosse, donc au départ de la Réunion, mais également au départ des Comores, donc de Moélie et de Mayotte, à la fin de leur saison de reproduction lorsqu'elles se dirigent vers leur zone d'alimentation. Et enfin, nous avons associé des données sur des oiseaux, cette fois subantarctiques, donc eux vont nicher en majorité sur les îles subantarctiques françaises. Donc grâce à la compilation des différents jeux de données des partenaires, nous allons pouvoir mettre en avant, si elles existent, des zones communes fréquentées par les différentes espèces de la mégafaune migratrice, qui sont donc des zones d'importance majeure d'un point de vue conservation. En mutualisant toutes les données des différents partenaires travaillant sur la mégafaune marine tropicale, le programme aura permis de déterminer les secteurs de l'océan Indien indispensables à la survie et la reproduction de ces animaux emblématiques. Les résultats obtenus, croisés aux pressions environnementales liées aux activités humaines, devraient permettre de mieux les protéger. Alors que les baleines, tortues, oiseaux ont longtemps été chassés par l'homme pour être consommés, ils sont aujourd'hui protégés et à la source d'une exploitation économique durable. Une baleine vivante au cours de sa vie rapporte plus aux communautés locales qui vivent du tourisme qu'une baleine tuée pour sa graisse. Sanctuaire de la biodiversité marine,
l'océan Indien retrouve peu à peu sa biodiversité exceptionnelle après plusieurs dizaines d'années de surexploitation. Pour les partenaires impliqués, les défis futurs seront de concilier activité humaine et préservation de cette biodiversité.